On l'a attendu une éternité, la saison 4 de Wakfu s'est enfin dévoilée avec ses 2 premiers épisodes. Des épisodes qui ont été animés à un rythme très soutenu avec des révélations qui se sont enchaînées. Mais rassurez-vous, si je suis ici, c'est pour toutes les reprendre et vous les expliquer pour que vous ne passiez à travers aucune information importante. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord si ce n'est pas déjà fait, histoire de vivre cette saison 4 au summum de sa hype en notre compagnie. Allez, vous me connaissez, j'aime pas traîner. Découvrons dès à présent ensemble l'analyse des 2 premiers épisodes de la saison 4 de Wakfu. On débute cette saison comme nous l'avons fait avec la saison 3, à savoir avec le royaume Sadida où malheureusement entre-temps, le roi Sadida nous a quittés laissant le trône à son fils Armand, un prince héritier qui doit désormais endosser la responsabilité de protéger son peuple aux côtés de sa reine, Aurora, du peuple aux Amodas. Un moment dur qu'il a dû vivre seul et sans nul doute qu'il en tiendra rigueur à sa sœur Amalia lorsqu'elle sera de retour au royaume. En attendant, Armand est intronisé comme étant le nouveau souverain du royaume Sadida, une cérémonie durant laquelle un mystérieux événement va se produire. Des yeux vont commencer à se former dans le ciel, scrutant les moindres faits et gestes de ce qu'il se passe sur le monde, et ça, peu importe l'endroit où l'on se trouve. Retour sur Linglorium, le royaume des dieux, où nous avons laissé nos héros à la fin de la saison 3. Des héros qui semblent un peu déboussolés, enfin à part nos pères Sodal qui font connaissance avec le dernier né de la famille qui décidément sont toujours aussi précoces pour apprendre la base des Yop, à savoir, un bon Yop doit savoir bien utiliser sa tête. Et bien que ce soit Tristepin qui lui montre l'exemple, ce sera lui qui en fera les frais. Passé ce moment d'insouciance, Hugo semble frappé par l'héritage reçu des héliotropes. Cette fois-ci, il prend réellement conscience qu'il est responsable de la vie et de l'extinction d'un peuple qu'il a lui-même créé. Tant bien même que c'était dû à sa négligence. Les faits sont qu'il a par cet acte créé nombre de calamités dont une qui se nomme Oropo. Ce dernier lui révèle même qu'il a été en mesure de voir le futur en manipulant l'Héliacube et qu'il sait que Hugo va de nouveau avoir recours au Dofus et que cela va créer des catastrophes bien pires encore. Des mots intéressants car au-delà du fait que Hugo va de nouveau risquer le sort du monde, ça nous indique surtout que l'Héliacube ainsi que les Dofus sont probablement encore quelque part. Suite à cette discussion dans son subconscient, Hugo va petit à petit revenir à lui avec une envie de s'isoler des autres. Adama le rejoindra pour avoir une discussion franche avec son frère jumeau où il reconnaîtra s'être fait duper par Oropo, profitant de la haine qu'il avait contre Hugo lorsqu'il avait choisi Tristepin en ignorant ses conseils. Une discussion grâce à laquelle nos frères vont faire la paix et définitivement se retrouver après plusieurs années. Hugo va vouloir aller en éclaireur voir ce qu'il se cache dans Linglorium, mais il sera victime d'un tour de passe-passe où Nora superposera ses portails à ceux de Hugo. Soyez très attentifs à la forme des portails de Nora, ça risque d'être crucial pour la suite de la série. Des portails en forme cubique, bien différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Nora indiquera à Hugo de les rejoindre au temple Héliatrope où beaucoup attendent son retour. Tristepin et sa bande ne tarderont pas à rejoindre Hugo aussi dans sa route pour le temple Héliatrope qui semble être la seule chose qui a subsisté au chaos qui a sévi sur Linglorium. Sur leur route, Tristepin va être attiré par une lueur qui semble avoir été prisonnière du temple Yop. Une étrange flaque à la forme d'œil qui va être touchée par Pain. Profitant de cette aubaine, la flaque qui n'était autre qu'un démon va prendre possession de Pain pour s'extirper de l'endroit où il était retenu prisonnier. Un démon qui semble être le frère de Rushu. Il s'appelle Racha, le prince du mal. Racha en veut particulièrement au dieu Yop qu'il reconnaît immédiatement en la personne de Tristepin pour l'avoir emprisonné. Et il ne se laisse pas berner par Gulthard qu'il désigne clairement comme étant la progéniture du dieu Yop au même titre qu'Eleli. Et franchement ce qu'on peut dire de ce Racha, c'est qu'il est sacrément puissant. Ni Gulthard, ni Hades, ni personne d'autre fera le poids. Il faudra qu'Eva s'interpose pour que Pain reprenne ses esprits, contrôlant un temps Racha à l'intérieur de lui. Cet événement terminé, ils reprendront leur route vers le temple Héliatrope. Adama et Hugo seront les premiers à son seuil, où un gardien veille à l'entrée. Son nom c'est Locus, et si c'est le gardien du temple, ce n'est pas pour rien. Adama se fera complètement paralysé au point de ne plus pouvoir respirer, simplement dû à son regard. C'est dire la force démentielle qu'il peut dégager. Bien heureusement pour la confrérie et la fratrie, il n'entravera pas leur passage. De l'autre côté du portail amenant au temple, Hugo et Adama seront accueillis par Kilby, à leur plus grande surprise. Comment est-il sorti de sa prison ? Très certainement grâce à celle qui se cache au fond du temple, grâce à la déesse Héliatrope, mère de Hugo, Adamaï ou encore Kilby et Nora. Une mère qui semble au comble de sa joie comme le serait une mère qui retrouve ses 2 fils après une longue absence. Malheureusement Hugo lui n'a pas ce ressenti. Il ne connaît pas sa mère, il est surtout obsédé par la présence de Kilby qui ne l'accepte pas.
Killby lui cherche même à se plaindre auprès de sa mère du fait d'avoir été emprisonné dans la dimension blanche, comme s'il cherchait à ce que leur mère punisse son frère. La grande déesse calmera ses enfants, bien trop contente de les voir réunis après avoir été séparés de force par les dieux qui l'ont banni. Nos héros de la confrérie et de la fratrie arrivent à leur tour, accueillis par la grande déesse, et elle fera la remarque à Tristepin sur le fait qu'elle passe l'éponge par amour pour Hugo sur son passé de dieu Yop qui a contribué à la bannir loin de son peuple. Voulant profiter de ce moment unique avec ses deux fils fraîchement retrouvés, elle proposera à tout le monde d'être téléporté à l'endroit de leur choix. Étant la déesse des portails, pour elle cela n'est rien de téléporter qui bon lui semble, peu importe l'endroit du monde des 12. Elle éjectera Bump à Bonta avant même qu'il n'ait le culot de demander les sous-vêtements de la grande déesse. Hush quant à lui demandera lui aussi d'être envoyé là-bas pour retrouver ses frères et Joris. Il comprendra que les yeux dans le ciel sont en réalité ce que retransmettaient les portails disposés autour de la grande déesse. Comme s'il s'agissait d'un immense système de télésurveillance mis en place par la grande déesse pour surveiller ce qu'il se passe sur le monde. Dans quel but ? Sûrement pour anticiper une grande menace qui risque de pointer le bout de son nez dans très peu de temps. Coqueline proposera quant à elle à Sifo de l'accompagner pour lui donner un nouveau sens à sa vie, maintenant que Dameko n'est plus. Ils seront suivis par Kali sur l'île d'Irène, une île où Coqueline a de nombreux amis dont une particulière, Sa Majesté l'Élante, qui aura le don de toucher le cœur de Sifo, qui se sentira le cœur à continuer sa vie désormais. Ruel et Harpagon quant à eux s'en vont chez Ruel pour rattraper le temps perdu. Voyant le lien entre Ruel et Hugo, Harpagon ne peut s'empêcher de penser que Ruel tente de combler ses torts avec des moyens détournés, comme le fait qu'il ne puisse avoir de descendance en désignant Hugo comme étant son fils. Une situation qui a le don de l'énerver au plus haut point, surtout quand elle voit toutes les richesses accumulées par Ruel au détriment de sa vie, car le temps, lui, n'a aucun prix, et malheureusement une fois gâché, il ne peut plus être rattrapé. Harpagon est désormais trop vieille pour enfanter, c'est le prix qu'elle a dû endurer d'être tombée amoureuse de Ruel, et elle ne semble pas prête à passer l'éponge. Elle assène un grand coup de pelle qui assomme Ruel, certainement pour l'éprouver en la mettant face à de nouvelles réalités, lesquelles précisément, ça, nous le saurons bien assez tôt. Nos Percedal, eux, s'en vont là où leur maison a été détruite. Ils mettront même Adamai devant sa responsabilité, lui qui a détruit leur foyer. Gulthard, lui, suivra les Percedal sous les suppliques d'Eleli qui veut que Gu devienne son mentor pour lui apprendre ses techniques. Tristepin, lui, c'est plutôt un coup de main de sa part qui l'intéresse. Mais surtout ce qui va être intéressant, c'est que leur retour sur le monde des 12 semble avoir alerté un mystérieux personnage. Quelqu'un qui semble être un Kra, au vu de sa coupe de cheveux, de ses oreilles et de sa tenue sobre. Un vieil homme retenu captif sur une montagne isolée. Au point même que le chef responsable de cette prison à l'air libre ordonne à ses hommes de ne surtout rien faire face à lui s'ils veulent rester en vie. Au vu de son look, je serais tenté de croire qu'on est face à quelqu'un de la famille d'Evangeline qui pourrait offrir une histoire enfin intéressante à Eva, sans pour autant qu'elle soit elle aussi issue d'une descendance divine. En tout cas, voilà un personnage fort intéressant qui risque d'être essentiel à l'intrigue de la saison 4. Voilà, à présent tous nos personnages sont dispatchés à travers le monde des 12, la grande déesse est enfin seule avec ses enfants. Et Adamai ne passera pas par 4 chemins. Il demandera si c'est bien elle qui s'est vengée du bannissement des dieux en les écrasant, ce qui expliquerait l'état de l'Inglorium. Elle rétorquera qu'elle est la déesse de l'amour, qu'il faut absolument lui faire confiance, et surtout, qu'elle déteste la violence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle craint quelque chose, expliquant pourquoi elle a mis le monde sous surveillance, que depuis que Nora l'a libérée de sa prison, elle est déterminée à reprendre les rênes de son peuple. Elle a commencé en récupérant Killby ainsi que les enfants d'Emerub qu'elle semble avoir mis en stase en elle-même en attendant le moment propice pour refaire fleurir la civilisation héliatrope. En parallèle, nos héros semblent avoir tous leur bataille à livrer sur le monde. Surtout Amalia qui risque de vivre un véritable cauchemar en apprenant la mort de son père et devant les crises d'autorité de son grand frère. Peut-être pourra-t-elle compter sur le soutien de Datura, rien n'est moins sûr. Pour finir, Hugo semble avoir commencé à ingérer le peuple héliotrope, s'en suivront certainement des révélations comme ce tenu par Oropo, mais de la part des autres frères et sœurs héliotropes d'Oropo. Quoi qu'il en soit, on commence la saison 4 sur les chapeaux de roue, de quoi envisager du très lourd pour la suite de la série. J'espère que vous aurez apprécié l'analyse de ces 2 premiers épisodes. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis dans l'espace commentaire. Ça m'intéresse fortement de voir comment vous avez ressenti les choses. En attendant de pouvoir vous lire, il est temps pour moi de rendre le micro. C'était Zaki pour vous servir. Ciao.